Nei wharerira I te mhana api, maruru mai te tawana to e wharira mai matu e tēnu atu I a oe tō pare te tapapa mai te I rurur afof aroana tatu. Ei te man o e rua no te mea ratu te I tau te toni poto e toera hare tu e tatu tam a me huru hepo to e tua tapapara e parau tapura fofa. No rira naruto no e te reo tip e no te tatarar a tui a tatu I te parau no te I tapura fofa a tatu a purara tu e tatu I hara mo e ara ue hora piti wharere whaho e tatu I unei e mo pu hupa mi te peu te weira te tei mo tapura o hipa tātou hin aro tua tapapa e mutia e rawe nei rutu I trapu o hipa a teo. Madame le maire, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui ainsi que la population qui ont bien voulu se joindre à cette rencontre. C'est une première dans la commune de Pirè et c'est également, je souhaite du moins que ce ne soit pas la dernière. Les rencontres de proximité comme celle que nous faisons ce matin sont très intéressantes et très importantes pour voir effectivement comment on peut redresser l'information qui est quelque peu faussée par les médias qui colportent un peu n'importe quoi sur des données qu'ils ne maîtrisent pas et surtout sur des informations qui risquent ensuite de conditionner la réflexion de tout un chacun lorsqu'on se positionne par rapport à un thème de société. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'évoquer la situation et du moins la manière dont le budget 2013 se profile. Comme l'a expliqué le ministre en charge des ressources humaines, nous traversons une période économique et financière relativement contraignante. Alors pour essayer de faire un petit rappel, une piqûre de rappel, il faut savoir qu'en 2007-2008, il y a eu une crise financière en Amérique, rappelez-vous des subprimes, et cette crise financière s'est transformée en crise économique. Et toutes les économies qui étaient rattachées à l'économie américaine ont commencé à vaciller et présenter des signes de déséquilibre et de faiblesse, y compris l'Europe et dans l'Europe y compris la France. Et comme nous avons en Polynésie une économie du type insulaire, donc très dépendant des pays desquels le pays importe, donc quand ce pays est en difficulté, nous aussi, notre économie se trouve également touchée par cette crise. Donc depuis 2009, il y a une succession de faits en Polynésie qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve devant une situation financière publique très difficile, extrêmement difficile. Tout simplement parce que nous avons continué à vivre comme nous avions toujours vécu, avec la possibilité de pouvoir avoir un État qui puisse venir nous servir en transfert, le cas échéant, où l'économie du pays s'en trouverait affectée. Et depuis 2009, l'État a commencé, pas à se désengager, mais a commencé à traverser la crise économique, et traversant la crise économique, l'État a commencé à serrer les vis. Et donc depuis 2009, le pays qui ne s'attendait pas à ce que le niveau d'effondrement de nos recettes ait atteint le volume qui a été évoqué, je ne sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a évoqué ce matin, de 20 milliards, se retrouve aujourd'hui confronté à la réalité budgétaire. C'est-à-dire qu'il va falloir construire notre budget avec 4 fois moins de volume financier en matière de recettes qu'on en attendait et qu'on en avait depuis maintenant plus de 4 ans. Alors ce qui est très important dedans, ce sont les communes, parce que les communes ont la principale ressource qui dépendent donc de la fiscalité du pays, donc des recettes du pays, et donc les communes sont entraînées dans le sillage de cette récession malgré elles. Il y a quand même 48 communes en Polynésie et ces 48 communes intéressent l'ensemble de la population de la Polynésie. Donc, un point principal de construction du budget est de faire attention. Faire attention à ce que le niveau de financement donc des communes ne soit pas trop altéré par la crise économique et la crise financière publique du pays. Et donc pour ce faire, on a recours à un certain nombre d'artifices que je ne vais pas développer devant vous, mais c'est vraiment, ça relève du contorsionnisme. Mais en tous les cas, voilà, l'objectif à atteindre, c'est d'éviter que les communes
se retrouvent davantage embêtés par cette récession. Alors, les communes à travers le FIP, donc ça c'est un point important de construction du budget, il faut faire attention à ça. Mais il y a la dette du pays également. La dette du pays, c'est incontournable, c'est une dépense obligatoire, il faut faire attention à la dette du pays. Alors, en ordre d'idée, la dette du pays, c'est 13 milliards, et le financement du FIP, c'était 14 milliards, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 12 milliards. Donc, il ne faut pas que ça baisse plus, parce que ça risque de mettre en difficulté, et je pense que le maire de Piret ne va pas me contredire, un certain nombre de communes. À côté de ça, il y a le plan de redressement. Vous avez entendu parler de Mme Bollier, qui a fait un séjour chez nous, même plusieurs séjours, et qui nous a sorti un plan, qu'on a appelé un plan d'assainissement et de redressement de nos comptes. Alors ce plan que nous avons accepté lorsque nous sommes arrivés au 1er avril 2011 aux affaires du pays, a été très critiqué de notre part, parce que nous, on attendait un plan de redressement, en fait, un plan d'accompagnement au redressement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un plan de redressement sans plus qu'on nous demandait. Et donc, on est arrivé à prouver à Mme Bollier que ce plan de redressement sans accompagnement ne pouvait pas exister, et elle a enfin compris, sans rien demander, on n'a pas demandé de crédit, sans rien demander. Donc sa logique et son raisonnement a fait qu'elle a demandé à l'État d'inscrire donc une dotation exceptionnelle d'ajustement pour venir accompagner le plan de redressement, parce qu'elle avait compris, et c'est quelqu'un du métier, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle avait compris que sans plan d'accompagnement, on ne pouvait pas arriver à redresser la situation. Et donc elle a inscrit un premier volet de ce qu'on appelle donc la dotation exceptionnelle d'ajustement. La première partie a été débloquée lors du déplacement du président à Paris, et la deuxième lors de mon déplacement avec le ministre des Finances. Alors ce plan de redressement coûte de l'argent au pays. Par exemple, dans l'exercice 2013, ça va coûter près de 6 milliards au pays. C'est-à-dire qu'il faut que le pays dépense 6 milliards pour pouvoir arriver à redresser une partie de la situation de ses finances publiques. Alors là, vous allez me poser des questions pour dire, mais comment on peut devoir dépenser plus pour économiser plus? Et oui, c'est la grande question qui a été posée à Mme Bollier, parce que pour par exemple, faire une économie en matière de frais de personnel, les frais de personnel représentent 31 milliards dans le budget du pays, donc pour diminuer par exemple de 4 milliards les frais de personnel, eh bien, il faut les inciter à partir. Donc il faut les inciter au départ volontaire, hein. C'est le plan de départ volontaire. Mais un plan de départ volontaire, ce n'est pas gratuit. Pour inciter les agents à partir, il faut leur donner des intéressements indemnitaires pour les motiver à se mettre dans ce plan. Et donc ça coûte de l'argent. Et nous avons donc demandé à l'État de nous expliquer comment ils envisageaient la mise en œuvre de ce plan de départ volontaire. Donc je vous dis honnêtement qu'ils nous ont dit que pour ce qui concerne l'État, l'accompagnement de l'État en plan de départ volontaire, il le repoussait au mois d'avril, étant donné qu'il y a des échéances qui se profilent au mois d'avril en matière de renouvellement donc, de l'Assemblée de Polynésie. Alors au niveau du pays, on ne peut pas attendre le mois d'avril, parce que la dégradation de nos finances publiques continue à s'accélérer. Tous les jours, les services dépensent, tous les jours, il faut payer les salaires, et tous les jours, la récession fait que les gens consomment mieux qu'avant, donc moins qu'avant en volume, mais je dis quand même mieux qu'avant, parce que quand on consomme, c'est toujours pour un besoin qui est correct. Et c'est pour ça que je dis que, alors qu'avant on consommait beaucoup, aujourd'hui on consomme mieux, mais pour nous, ça se traduit par une consommation qui baisse, donc on consomme moins. Et en consommant moins, 3/4 de notre fiscalité qui repose sur les biens de consommation ne rentre pas dans les caisses du pays. Donc devant cette situation, on ne peut pas rester laxiste. On est obligé quand même de mettre en œuvre un dispositif donc, de redressement de notre situation, et c'est la raison pour laquelle on a inscrit quand même 800 millions de francs
pour intéresser les gens à un départ volontaire et ainsi commencer à amorcer le plan de redressement des finances publiques vu du côté des plans de départ volontaire. À côté de ça, il y a la neutralisation d'un certain nombre de recettes aujourd'hui qui nous paraissent plus recouvrables du tout, c'est plus la peine d'y penser, mais qui ont été budgétées pourtant, et qui, à l'époque où ils ont été budgétés, ont occasionné des dépenses. Donc aujourd'hui, il y a un volant de trésorerie qui fait défaut et qui obère beaucoup la capacité du pays à pouvoir payer en temps réel ses factures et donc ses dépenses. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à neutraliser également ce volant de recettes qui a été laissé au niveau du budget sans qu'on ait à redresser cette situation depuis maintenant une trentaine d'années. Donc on se retrouve à peu près avec 24 milliards donc, de plans de redressement général qu'il faut réussir à réduire. Alors sur l'exercice 2013, au niveau de la neutralisation des recettes, on n'a pu inscrire que 2 milliards. C'est ce qu'on appelle les admissions non-valeurs. Ça permet d'éteindre une recette dont on est sûr qu'on ne va pas recouvrer afin qu'à côté, la dépense puisse être neutralisée. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on continue à dépenser sur des recettes qu'on ne va jamais recouvrer et il va arriver un moment où on va être obligé de clôturer un exercice en déficit. Alors à côté de ça, il y a également une intervention qu'on va faire au niveau du plan de redressement qui va toucher deux établissements publics. C'est le FDA et l'OPH qu'il faut qu'on arrive à fusionner avant le 31 décembre 2012 et qui va coûter pas loin de 380 millions au pays, puisque là également on va faire des incitations de départ volontaire pour permettre à l'effectif qu'on va absorber à l'OPH de pouvoir être réduit conséquemment. Nous avons fait une annonce dans le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire du plan d'immédiateté, parce qu'au-delà de la récession économique, c'est vrai qu'il faut réorienter notre économie vers des outils de production et non plus vers un système qui est alimenté que par des transferts de l'État, mais il faut également penser à tous ceux qui aujourd'hui sont en vulnérabilité sociale, tous ceux qui sont dans une situation de précarité sociale. Et d'aucuns parlent de mesures d'ordre politique, peu importe, ça n'engage qu'eux, mais en tous les cas, tout gouvernement qui se respecte ne peut pas voir devant si déjà il ne voit pas devant lui, tout de suite, là, immédiatement, comment apporter des solutions aux problèmes immédiats. Et c'est la raison pour laquelle on a prévu dans le budget un certain nombre d'actions qui va toucher, on espère du moins, toutes ces familles qui sont dans une situation de précarité sociale. Et donc, on va commencer pour cela à toucher donc ces familles par ce qu'on appelle l'allocation du parent au foyer. Alors, rappelez-vous, en 2004, on avait évoqué l'allocation de la femme au foyer. Ensuite, ça s'est transformé en allocation monoparentale parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait autant de problématiques d'ordre familial en situation de monoparentalité qui intéressait autant les pères qui sont seuls à la maison pour élever leurs enfants que les mères qui sont seules à la maison pour élever leurs enfants. Donc c'est comme ça que l'idée s'est transformée. Et aujourd'hui, devant la situation très difficile que traversent certaines familles, on est obligé de prendre une décision politique, certes, mais une décision quand même qui puisse permettre en toute transparence de pouvoir délivrer ce genre d'aide, pour éviter que ce dispositif soit dévoyé et transformé en mesure de politique, de pure politique politicienne. Et donc il faut une loi de pays qui va dresser les contours de l'éligibilité à ce dispositif de ces familles qui sont soit en monoparentalité ou soit pas du tout en monoparentalité, mais en tous les cas, il faut amorcer la démarche dès 2013. C'est la raison pour laquelle nous avons donc prévu au budget le financement de cette opération qui va démarrer avec 900 millions de francs pour permettre déjà d'apporter une réponse immédiate à ces familles qui sont en situation de précarité. À côté de ça, il y a pour tout le monde maintenant, et bien entendu à l'adresse de ces familles qui, j'espère, vont s'orienter vers
des situations, des habitudes de consommation qui sont en relation avec les dispositifs qu'on met en place. On a élargi donc la réglementation en matière de PPN et PGC. Vous savez qu'en Polynésie, normalement, on est dans une économie libérale, donc c'est la loi de l'offre et la demande qui fixe la tarification. Mais on a quand même administré une partie de cette économie et ça touche les produits qu'on appelle les produits de première nécessité et les produits de grande consommation. Et jusqu'ici, quand on a vu le comportement, les habitudes de consommation évoluer, donc, notamment pour ces familles qui sont en précarité, donc on s'est concerté au niveau du gouvernement et on s'est dit il faut peut-être élargir donc le panel de ces produits de première nécessité et de PGC, produits de grande consommation, pour permettre à ces familles qui ont changé de mode de consommation de voir à l'intérieur de cette économie administrée les nouveaux produits qu'ils consomment aujourd'hui et qui ne sont pas, jusqu'à l'heure actuelle, intégrés dans l'économie administrée des produits de première nécessité et de grande consommation. Donc, l'effort financier qui est demandé au pays représente pas loin de 500 millions de francs. À côté de ça, il y a également une intervention qu'on va faire au niveau du coût de l'électricité. Alors l'électricité en Polynésie est une affaire qui donc bénéficie d'une histoire à plusieurs tiroirs. Suivant que les gouvernements se sont succédés et chacun à leur tour ont essayé de trouver un moyen juridique, amiable, économique pour tirer la tarification de l'électricité vers le bas. Et je pense que, comme l'a expliqué tantôt le ministre en charge des énergies renouvelables, il est nécessaire aujourd'hui d'orienter notre économie en matière énergétique vers les moyens de production qui touchent à ces économies du type renouvelable et l'énergie propre, comme on dit, l'énergie renouvelable. Et donc, par rapport à ça, il faut quand même qu'on arrive à apporter une réponse immédiate à toutes ces familles qui, malgré la cherté de l'électricité, puissent quand même arriver à retrouver dans l'effort que va fournir le pays pour abaisser la facture de l'électricité, une réponse à la situation de difficulté dans laquelle ils se trouvent. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre également un dispositif qui va baisser le coût de l'électricité des tranches basses et des tranches moyennes, et l'effort financier demandé au budget avoisine à peu près les 800 millions de francs. Alors, l'ensemble du package qui intéresse donc ce plan qu'on va appeler le plan d'immédiateté, le plan d'urgence, représente 4 milliards quand même d'efforts financiers au niveau du budget. Alors, vous avez les dépenses obligatoires que j'ai évoquées, donc il y avait la dette, il y avait le FIP, il y a également la défiscalisation, parce que c'est obligé, les autorisations, les agréments ont déjà été donnés, maintenant il faut payer. Il y a l'APF, le CESC, tout ça représente à peu près 67 milliards de francs au niveau budgétaire. Donc c'est pour vous dire que la construction du budget, en plus dans une situation où on est obligé de baisser de 20 milliards nos recettes fiscales, est assez difficile. Mais nous sommes quand même arrivés, puisque le budget a été déposé le 15 novembre, et donc cet après-midi, on va commencer à l'examiner en commission des finances, avec, je l'espère, le soutien du maire de la commune de Piret. Elle rigole, mais c'est nécessaire. Donc je vous ai parlé du plan de redressement, je vous ai parlé du plan d'immédiateté, je vous ai parlé des dépenses obligatoires. Maintenant, il reste à vous parler de la réorientation économique de notre pays. Jusqu'ici, l'effort du pays s'est toujours contenté du système qui a été mis en place, c'est-à-dire que la majorité des investissements et du partenariat financier État-pays étaient dévolus aux besoins des infrastructures structurantes, on va dire des routes, des bâtiments administratifs, des quais, des aéroports, etc. Mais aucun investissement n'était dévolu aux outils de production. C'est-à-dire que l'investissement qu'on fait
pour permettre la construction de cet outil, va ensuite permettre à cet outil de pouvoir rémunérer, donc faire le retour sur investissement qui a été prévu au budget. Jusqu'ici, on ne s'est pas trop préoccupé à ce genre de structuration économique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2013, et dans le DOB on l'a annoncé, on va complètement réorienter notre système économique de manière à reposer l'essentiel de nos investissements sur du structurant, c'est-à-dire sur des outils de production. Alors ça intéresse bien entendu le secteur primaire. On a entendu les deux ministres intervenir sur à la fois ce que permettrait d'apporter en matière d'outils de production à la Polynésie, l'agriculture, l'élevage, mais également les ressources de la mer en ne s'intéressant qu'à l'aquaculture et aux poissons. On n'a pas été plus loin. Mais à côté de ça, il y a la nécessité de vivre dans son temps, c'est-à-dire à son époque, en s'intéressant également au développement grâce au budget de tout ce qui est réorientation vers les énergies renouvelables. Donc toutes ces énergies propres dont on fait la promotion au niveau du budget, qui a été évoqué également par le ministre en charge de ce type d'énergie, c'est quelque chose de fondamental qui constitue une des pierres d'édifice de ce budget, du moins en termes d'investissement. Et sans oublier, bien entendu, cette économie qui tourne autour du numérique, dont on ne saisit pas encore bien les contours, si ce n'est qu'avec le câble Monotoua, on sait qu'on a le haut débit. Bientôt, il y a une opération pilote sur Pire Air pour amener le haut débit jusqu'aux portes des maisons pour faire un état des lieux du coût de revient de ce type d'opération. Donc on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir apporter le haut débit dans chaque maison, ça va représenter à peu près 4 milliards de dépenses. Donc on a donné l'instruction à notre opérateur de pouvoir démarrer les opérations et ça y est. Ils sont en train de déployer maintenant le haut débit de la fibre optique qui fait le tour de l'île vers toutes les maisons. Ça va prendre quand même 7 ans. C'est une opération de longue haleine puisqu'il faut pénétrer les quartiers. C'est un travail de fourmi assez difficile, mais l'essentiel, c'est qu'on a démarré l'opération. À côté de ça, il faut toucher les îles aussi, les archipels. Et malheureusement, on n'a pas déployé, on n'a pas relié les archipels avec la fibre optique, sauf pour les îles sous le vent. Donc il y a les Tuamotu qui réclament du haut débit, il y a également les Marquises qui réclament du haut débit, sans oublier les Australes qui réclament également du haut débit. Donc par rapport à tout ça, il faut combiner avec les moyens satellitaires. Et aujourd'hui, nous avons pu, grâce à l'intervention d'un des agents de l'OPT à une conférence internationale, localiser une nouvelle entreprise qu'on appelle O3B, c'est Other 3 Billion, qui a pour mission de déployer un réseau satellitaire basse altitude qui ne va faire que du haut débit. Alors, on a appris que les îles Cook ont passé une convention avec, donc on va aller voir comment se comportent les relations avec O3B et la distribution du haut débit dans tous les archipels des îles Cook, et on va voir le coût, et si c'est intéressant, je pense que là également, très rapidement, à l'horizon 2014, les archipels auront aussi bien le haut débit que ne l'auront les habitants des îles du Mont. Donc je vous ai dit une réorientation économique qui va intéresser donc le développement touristique, comme l'a expliqué le président, le secteur primaire et puis toutes ces économies nouvelles en matière de reconversion énergétique sur le renouvelable et le numérique qui fait son entrée dans le pays. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste l'espace. En 2011, la loi statutaire a été modifiée, c'est l'article 49-1, pour imposer à la Polynésie de s'orienter vers ce qu'on appelle un schéma d'aménagement de développement durable. Jusqu'ici, nous étions rompus à la mise en place de ce qu'on appelle les schémas généraux d'aménagement, donc ce sont les SAGE, mais aujourd'hui, on nous demande d'aller plus loin, d'installer ça, d'inscrire ça dans le durable. Donc ça veut dire que ça va être une déclinaison spatiale du développement de la Polynésie dans sa projection sur les 10 années qui viennent, sur les 20 années, sur les 30 années qui viennent. Et ce travail-là a été confié au ministre en charge de l'aménagement, et comme c'est un travail transversal, en relation bien entendu avec tous les autres ministères. Donc pour l'heure, sur l'investissement en termes de volume financier,
Donc nous avons inscrit en monnaie sonnante et trébuchante 33 milliards de francs, report compris, pour l'exercice 2013. Donc ça veut dire qu'à compter du 1er janvier 2013, tout étant installé, on devrait pouvoir obliger les services à consommer l'intégralité de ces 33 milliards. Alors je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça, parenthèse importante, parce que quand on est arrivé aux affaires du pays le 1er avril 2011, d'abord on nous a imposé ce plan de redressement. Ce n'est pas un mal en soi, au contraire c'est nécessaire, il fallait le faire, et même si on ne l'avait pas imposé, on l'aurait fait de toute façon. Peut-être pas de manière aussi ardue que la manière dont on s'y est pris, mais on l'aurait fait de toute façon. Mais à côté de ça, on a expliqué à l'État en 2011 que le système de financement de la commande publique en Polynésie est assis sur l'outil public. Et l'outil public, c'est le budget de la Polynésie et sa capacité à pouvoir donner du travail à ces entreprises. Et donc, on a informé l'État que le minimum acceptable par an, c'est 20 milliards de francs. Il faut absolument que l'État autorise le pays à accéder au guichet de n'importe quelle banque, l'AFD, n'importe quelle banque, mais qu'elle accepte que le pays puisse accéder pour pouvoir permettre au pays d'apporter son financement et ensuite à l'État de faire son travail pour adosser son financement à celui du pays et pour avoir le volume dont on a besoin pour servir la commande publique. La commande publique, c'est qui? C'est toutes les entreprises du pays. Et dans ces entreprises du pays, il y a tous les salariés qui vont avec. Et dans ces salariés, il y a toutes les familles que concerne chacun des salariés qui font partie de ces entreprises. Et malgré cela, nous n'avons pas eu donc de réponse favorable. On a commencé à nous objecter un tas de conditionnalités qui a fait que sur 2011, il n'y a rien eu. Il n'y a absolument rien eu. J'ai été obligé de présenter un collectif qui a battu pour 7 milliards d'investissements. Tout simplement parce qu'en approchant le 31 décembre 2011, j'ai prévenu le président qu'on ne peut pas clôturer en déficit parce que je n'ai pas les recettes en face. Il faut qu'on rectifie notre budget, sinon on ne les aura pas, cet argent de l'AFD, donc au 31 décembre 2011. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait adopter un collectif qui a battu 7 milliards. Malgré tous les efforts que nous avons déployés, rappelez-vous le travail qu'on a fait auprès de la CPS pour essayer de faire comprendre à la CPS, comme le guichet des banques d'État se ferme, donc on demande à la CPS de nous prêter l'argent, ce n'est pas pour nous, c'est pour les entreprises du pays et à l'intérieur de ces entreprises, tous les salariés qui vont avec. Malheureusement, on n'a pas eu la majorité qu'il fallait pour obtenir une écoute favorable de la CPS et voilà, 2011, rien. 2012, ça a failli également tourner de la même façon. Puisqu'en 2012, nous avons pensé qu'après avril, lorsqu'il y a eu le changement donc, de majorité, on allait avoir une écoute plus attentive de l'État, mais nous nous sommes rendus compte que ça faisait un certain nombre d'années qu'ils n'étaient plus aux affaires de la nation. Et que le temps de prendre les affaires en main, il fallait qu'ils comprennent les choses. C'est un peu, ils sont responsables comme tout homme politique qui se respecte. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose à un homme politique, il ne va pas dire oui comme ça, les yeux fermés. Il va d'abord regarder la situation, voir ce qui est réglementairement dans le possible qui peut être fait, et ensuite prendre sa décision politique de dire oui ou non. Donc il y a un temps de latence entre le moment où le changement de majorité a eu lieu donc en France et le moment où ils ont commencé à se rendre compte que la situation de la Polynésie était préoccupante et donc ils ont débloqué une première tranche. Mais vous avez bien vu, c'est avec beaucoup de réserve qu'ils ont développé la première tranche parce qu'ils n'avaient pas encore toutes les briques entre leurs mains pour comprendre réellement où en était la Polynésie par rapport à ses besoins de financement. Et c'est lors du deuxième voyage qu'ils se sont rendus compte que finalement, non, il fallait donner une piqûre d'accompagnement rapide, sinon c'est toute l'économie du pays qui allait s'effondrer. Et avant de venir, c'est pour ça que j'ai tardé, donc j'ai reçu donc un appel de Paris qui me confirmait, et je le fais auprès de Madame le maire, que l'AFD qui s'est réunie ce matin a enfin accepté de nous débloquer donc la part d'emprunt que le pays a souscrit auprès de l'AFD pour 2012. Combien ?
pour 2012. Alors, les 4 milliards 760 millions de francs. Alors, c'est quand même assez surprenant parce que c'est de l'argent emprunté. Ce n'est pas une subvention ni une dotation. C'est de l'argent qu'on va rembourser. Et quand je pense qu'à côté de ça, il y a plusieurs banques étrangères qui sont prêtes à nous prêter, mais qui demandent juste un papier, c'est-à-dire une autorisation de l'État d'autoriser la banque étrangère à nous prêter de l'argent, c'est quand même assez surprenant. Enfin, ceci étant, je tenais quand même à vous en informer pour que les informations qui sont colportées dans la presse, à tort d'ailleurs, soient rétablies conformément à ce que je viens de vous expliquer. Voilà la situation. Alors, beaucoup disent, alors vous n'entendez plus avec la gauche. Encore une fois, je vous dis, si, les hommes s'entendent bien, mais il ne faut pas oublier que derrière la gauche, il y a une administration qui n'est pas forcément de gauche. Et puis la résistance se fait au niveau de l'administration, et c'est la raison pour laquelle on peut quand même penser que, heureusement, qu'à Paris, on a une écoute des hommes politiques attentifs, mais que malheureusement, il faut faire avec l'administration. Et dans l'administration, il faut également du temps pour que le changement s'installe dans les mentalités. Vous savez, c'est partout pareil, hein, c'est comme chez nous. Hein. Il y a de la résistance également dans certains services, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du budget. En tous les cas, tout à l'heure, on en saura plus puisqu'on va démarrer l'examen du budget en commission des finances à l'Assemblée à 14h. Maruru Yorana.